À peine commencée, la conférence sur le financement des retraites tourne au vinaigre. La CGT menace de claquer la porte. Le MEDEF estime que le calendrier imposé par le gouvernement n'est pas tenable. La pénibilité, qui est cruciale pour la CFDT, est au point mort. Pour tenter d'y voir un peu plus clair, Marc Vigneault nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Journaliste au point, Marc Vigneault. Ça sent le roussi là, avec ce départ annoncé de la CGT. Est-ce que c'est un vrai départ annoncé de la CGT ? Alors, je pense effectivement, même si ce n'est pas définitif, qu'ils vont sortir, puisqu'ils disent qu'aucun accord est possible, mais en même temps, il ne peut pas y avoir de surprise là-dessus, puisque depuis le début, ils sont opposés au système universel par points, et ils considèrent qu'il n'y a pas de problème de déficit à l'horizon 2027. Et donc, puisque le gouvernement tient à combler ce déficit d'ici 2027, il n'y a pas d'accord possible, et donc la CGT sort. En fait, même ce qui était peut-être plus surprenant, c'est qu'ils acceptent d'y rentrer, et ils ont accepté d'y rentrer pour mettre en scène justement leur désaccord et en sortir. Donc, en disant, de ce on point va de écouter vue-là, ce qui se passe, quoi. On va surveiller ce qui se passe. c'est-à-dire, c'est ça, hein, ouais, parce que qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Ils demandent le retrait, la CGT, ils demandent ouais, le retrait ouais. de ce projet de loi. Donc, participer à cette conférence, c'est un petit peu contradictoire. Oui, ils regardent, effectivement, surveiller un petit peu ce qui se passait, confirmer, théâtraliser leur départ et le fait qu'ils ont fait intervenir un économiste favorable à leur point de vue ces derniers jours pour montrer que leur point de vue était valable et qu'il n'y avait pas de problème de déficit des retraites. Et une fois qu'on a fait ça, on théâtralise sa sortie pour mieux montrer que le gouvernement s'entête et qu'il n'y a pas d'issue et donc ils sont toujours opposés à la réforme. Si la CGT quitte la table de négociation, FO risque d'en faire autant, oui, la FO CGC aussi Yves Verrier, le secrétaire général des FO, a signifié aussi que très probablement il sortirait. Et là encore, il n'y a pas de surprise à avoir. Soit on considère que cette réforme ne va pas dans le bon sens, qu'elle est totalement opposée aux intérêts des salariés comme le font FO et la CGT. Et à ce moment-là, il y a zéro surprise. Et depuis le début, le gouvernement, son but, c'est de négocier avec les syndicats réformistes. C'est pour ça qu'il a trouvé un moyen de mettre l'UNSA dans la boucle, qui n'est pas forcément toujours jugé représentatif dans le privé et donc dans les grandes négociations sociales. Et donc, le gouvernement, de ce point de vue-là, n'est pas très embêté par le départ de la CGT et FO, qui était quasiment inévitable. Si la moitié des participants quittent cette conférence, on risque quoi d'avoir une conférence un peu dissidente? Oui, la C'est CGT... un syndicaliste qui mettait ça en avant. On va faire notre conférence de Oui, notre c'est côté. ça, la un CGT syndicaliste n'est pas convié d'ailleurs à cette conférence de financement. Oui, Je crois que c'est l'UNSA. Solidaire. Non. L'UNSA, ils sont réformistes et ils sont conviés. Mais oui, la CGT, depuis le début, a dit non, on va faire notre conférence de financement alternatif, puisqu'il n'y a pas de problème de déficit, ou alors ce problème de déficit est exclusivement un problème de recettes lié au désengagement de l'État. Donc à partir de ce moment-là, ils peuvent trouver tout un tas de solutions qui est l'augmentation du taux de cotisation, le fait que l'État compense bien toutes les recettes qu'il fait perdre à la sécurité sociale en décidant d'allègement de charges par exemple, ou en réembauchant des fonctionnaires, puisque vous savez que l'État surcotise pour les fonctionnaires pour combler l'équilibre démographique des fonctionnaires, parce que les fonctionnaires ne cotisent pas assez pour équilibrer le système, donc l'État compense. Et paradoxalement, à chaque fois que l'État réduit la masse salariale dans la fonction publique, ça réduit cette compensation qui est versée pour chaque fonctionnaire pour le système de retraite, et donc ça creuse le déficit. Si l'État ne fait plus cette compensation, ça creuse fictivement le déficit qu'il pourrait y avoir dans le régime de retraite des fonctionnaires. Donc ça creuse ce qui sera un jour intégré dans le régime universel. Donc ils disent qu'il suffit de réembaucher des fonctionnaires, il y a la compensation de l'État, et donc vous voyez, il n'y a pas de problème de déficit. C'est un peu spécieux. Le MEDEF a ses propres arguments. On a l'impression que personne n'est d'accord. Comment espérer arriver à des solutions alternatives à l'établissement d'un âge pivot? Parce que c'est ça l'objet de cette conférence, d'ici au mois d'avril, si personne n'est d'accord. Alors, si chacun campe sur ses positions. Alors, bien sûr, il y a aussi beaucoup de théâtre dans ces négociations sociales. Il faut toujours partir d'un point de vue très opposé, montrer que chacun défend ses positions. Je crois que si la CFDT a accepté de rentrer dans cette conférence qu'elle a elle-même proposée, c'est qu'elle sait qu'il va y avoir besoin d'une mesure d'âge. La question, c'est quelle ampleur a cette mesure d'âge et est-ce qu'elle est suffisamment éloignée de l'âge pivot symboliquement pour pouvoir dire, regardez, on a évité l'âge pivot. Ensuite, il va falloir trouver d'autres mesures qui puissent permettre de rapporter un peu d'argent pour combler le déficit.
C'est toute la question. Le MEDEF ne veut pas entendre parler de hausse de cotisation, mais se dit peut-être prêt à puiser dans les réserves pour 10% de la somme à trouver, qui est de 12 milliards par an à partir de 2027. C'est la solution la moins compliquée. Puiser dans les réserves. Ça semble être la solution. Alors là, plutôt que de reculer l'âge ou de surcotiser, c'est finalement ce qui pourrait mettre un peu tout le monde d'accord. Non, c'est pas plutôt que reculer l'âge, puisque de toute façon, on ne pourra pas puiser dans les réserves à hauteur du trou que le gouvernement évalue à 12 milliards. Donc c'est en complément, on pourrait prendre un peu dans les réserves pour que la mesure d'âge soit un peu moins violente que le recul de l'âge de départ ou pas forcément l'âge légal, surtout pas l'âge légal même, mais que le recul de l'âge de départ soit un peu plus progressif dans le temps et ne soit pas de 4 mois par an comme c'était prévu pour l'âge pivot de 2022 à 2027. On rappelle, 12 milliards à trouver, dit le gouvernement, pour 2027, d'ici à 2027. Ça, 12 milliards par an à partir de 2027, voilà. Et avant c'est un peu moins. Parce que progressivement, on va y arriver à ces 12 milliards selon les projections. Et après, ça sera pérenne, 12 milliards par an qu'il faut, donc il faut un financement pérenne. Le dossier de la pénibilité, pendant ce temps, ça n'avance pas. Alors que c'est lié justement. C'est un dossier qui a été très lié au financement, parce que non seulement on discute du financement à court terme des retraites, donc d'ici à 2027, un déficit à court terme, mais ensuite, dans le régime de croisière, le nouveau régime universel, il y aura un nouveau système de prise en compte de la pénibilité réclamé par la CFDT. Et donc, en fonction du schéma qui est retenu dans une négociation parallèle sur la pénibilité, il va bien falloir financer la mesure de pénibilité. Et donc, la CFDT dit « Donnez-moi avant le schéma de pénibilité que je souhaite, ou en tout cas, renforçons la prise en compte de la pénibilité, et on verra après ce qu'on fait sur le financement pour que ça colle avec les besoins, pour que le système de retraite soit plus juste et prenne en compte la pénibilité des carrières. Et comme la solution sur la pénibilité fait énormément débat, là aussi, entre les partenaires sociaux, entre le patronat d'un côté et les syndicats de l'autre, eh ben, il est très difficile de savoir de quel financement on a besoin pour les retraites dans le système universel à partir de 2037. Et donc, la conférence des financements est un peu bloquée par l'attente d'une solution sur la pénibilité. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et donc, ça, il y aura d'autres réunions sur la pénibilité, parce qu'il y en avait une avec Édouard Philippe. Bien sûr, il y en a avant le début du débat parlementaire. Tu as des négociations qui se mènent sous la houlette de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Pour l'instant, Édouard Philippe a retenu un petit peu la solution parce qu'elle ne fait pas consensus. En gros, la CFDT dit pour mieux prendre en compte la pénibilité, puisque le patronat refuse d'évaluer certains facteurs individuellement parce que c'est administrativement trop lourd. Par exemple, le port de charges lourdes, on ne va pas chronométrer par jour ce que tous ces salariés portent, combien de temps, etc. Donc la CFDT dit oui, ok, mais il faut une solution alternative à ce moment-là. Et la solution alternative, c'est d'aller regarder branche professionnelle par branche professionnelle et de dire, voilà, quels sont les métiers dans cette branche que la branche déclare comme pénibles et qui donnent droit à un départ anticipé à la retraite, puisque la CFDT veut des départs anticipés et pas uniquement des changements de carrière, des droits à la reconversion, etc. Alors là, ça concernerait tout le monde dans chaque branche, alors pas tout le monde dans chaque branche, mais tous les métiers pénibles, et peu importe l'exposition réelle du salarié à ces facteurs de pénibilité, etc. Et le patronat donc, ce serait entre guillemets trop généreux pour le patronat, c'est ça? Ça serait en fait le patronat craint que ce soit de nouveaux régimes spéciaux, un petit peu qu'on institue, alors qu'ils soient révisables. La CFDT dit on peut réviser tous les 5-10 ans les métiers, regarder si ce sont vraiment toujours pénibles, parce que les techniques évoluent, parce qu'on fait de la prévention, etc. Mais on sait très bien que quand on a donné un caractère pénible à un métier, dire 5 ans après, ah bah écoutez, désolé, mais il est plus pénible, ça risque d'être très compliqué. Et donc, le patronat, après s'être mis d'accord entre ses branches professionnelles, chacun a un point de vue, etc., a dit récemment, bah non, nous on considère qu'il y a un risque trop grand d'avoir des nouveaux régimes spéciaux, que ça coûte très cher et qu'il y ait besoin d'encore plus de nouveaux régimes spéciaux. Peut-être même encore plus que... En tout cas, c'est la crainte. Ça crée des régimes spéciaux dans le privé et aujourd'hui qui sont quand même, c'est surtout des régimes spéciaux. Oui, parce que ça concernerait le privé aussi en grande partie, alors que les régimes spéciaux jusqu'à maintenant sont dans la sphère publique. Voilà. Et sachant que ce régime de pénibilité serait étendu, il va être étendu à la fonction publique puisqu'on supprime ce qu'on appelle les catégories actives qui avaient le droit à des départs anticipés, en tout cas pour les catégories actives non régaliennes, en dehors de la police, des pompiers, etc. Et donc, si on crée des métiers pénibles dans le secteur privé, qu'on les reconnaît par branche, il va falloir aussi l'appliquer à la fonction publique. On voit bien que ça risque à la fin de coûter assez cher. Donc on peut dire qu'un accord sur la pénibilité est vraiment la clé de tout le reste?
En partie, financement voilà. des Alors il y a retraites, d'autres exigences de la ouais. CFDT, mais c'est vrai que le schéma qui sera retenu pour la pénibilité va conditionner un petit peu les solutions à court et à long terme sur le financement. En plus, les députés veulent mettre leur nez là-dedans parce qu'eux, ils disent on est la représentation nationale, donc on veut quand même avoir notre mot à dire sur la pénibilité. Donc il faut laisser aux députés mettre des amendements qui soient un peu généraux sur la pénibilité, mais qui ne rentrent pas trop dans les détails parce que c'est du domaine de la négociation sociale entre le patronat et les syndicats. Enfin, c'est la contrainte de calendrier qui n'est pas que du fait du gouvernement, hein. Le fait de présenter son projet de loi si vite, de vouloir aller si vite, il faut se rappeler, il y avait les grèves dans les transports, etc. Donc, mais maintenant, cette contrainte de calendrier, elle est là. Et donc, il faut aller très très vite et on mène en parallèle l'étude du projet de loi au Parlement avec tous les blocages qu'on connaît sur le nombre d'amendements déposés, etc. Et en même temps, la négociation sociale. Et c'est un peu inédit et c'est quand même un peu, si j'ose dire, le foutoir. Très bien, ce sera votre conclusion. Merci beaucoup Marc Vigneault, journaliste au Point pour cette analyse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.